Merci aux organisateurs et bonjour à tous. Bon, c'est jamais complètement facile d'intervenir en toute fin d'une séquence où vous avez créé une dynamique, où vous avez plein de choses en tête après 3-4 jours. Et donc j'étais pas là, je vais essayer de raccrocher ou de prolonger avec les quelques mots clés que j'ai cru comprendre. Donc vous avez vu déjà l'international, et puis j'ai du coup conçu quelque chose autour de ces mots-clés qui apparaissent dans le titre, en allant piocher dans 4 registres d'expérience ou de vie. Le tout premier en haut, c'est ce groupe d'experts de haut niveau, le HLPE, qui a été créé en 2010, à l'époque pompeusement baptisé comme GIEC de la sécurité alimentaire, pour être un groupe d'experts qui travaille en saisine d'un comité intergouvernemental créé en 1974. On pourra y revenir éventuellement. Deuxièmement, ma vie au CIRAD, donc plutôt à l'international. Troisièmement, le fait que j'ai rejoint Muse il n'y a pas longtemps. Alors pour les non-montpelliérains, Muse est l'ICIT du site, qui a la particularité de travailler sur les 3 piliers: agriculture, alimentation, environnement et santé. J'en ai dit 4, mais agriculture, alimentation sont ensemble. Et donc on est en train de créer au sein de Muse un institut de connaissances avancées qui a la particularité de travailler en pluridisciplinaire, en international, mais surtout d'un point de vue méthodologique, en se centrant sur l'approche des controverses qui sont au cœur des relations entre les 3 champs thématiques de Muse. Et puis le 4e, et c'était quelque chose dont on avait convenu avec Yuna, ma participation à quelque chose qui est complètement informel, qui s'appelle le groupe de Milano, et qui a été créé à un moment très particulier d'un point de vue politique, exactement entre septembre 2015 et décembre 2015. Si je vous dis ça, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais septembre 2015, c'est l'adoption de l'agenda 2030 et des 17 objectifs du développement durable, et décembre, c'est l'accord de Paris sur le climat. Donc un groupe qui a été créé par Ban Ki-moon, qui à l'époque était encore secrétaire général des Nations Unies, confié à son conseiller pour le développement durable. Et ce groupe-là a commis un papier qui avait pour vocation, une réflexion qui avait pour vocation de relier alimentation, agriculture et climat, dans ce moment très particulier de l'entre-deux accords. On allait vers la COP 21. Donc le climat devait se relier au reste de l'agenda. Et donc du coup, il avait confié ça à David Navarro, qui était son conseiller spécial pour les objectifs du développement durable. Donc ce groupe a écrit un papier, et il était question que je vous en dise un petit peu quelque chose. Alors du coup, en balayant les mots-clés, j'ai construit l'intervention sur ces 3 étapes. D'essayer de revoir ce que le fait de mettre système alimentaire et développement durable ensemble permet de dire. Deuxièmement, de nous intéresser plus particulièrement à la ville, depuis cet agenda international. Je ne prétends pas tout dire ou tout explorer, mais depuis cet agenda international. Et troisièmement, plutôt de nous intéresser à la transformation des systèmes alimentaires et au rôle du territoire dans cette transformation. Donc je reviens sur la toute première partie. Vous connaissez tous ce graphe-là, j'imagine, les 17 objectifs du développement durable. On y croit, on n'y croit pas. C'est de la rhétorique qui permet de faire le dos rond, d'attendre que ça passe, ou au contraire de s'en saisir comme une utopie transformatrice. Mais en tout cas, c'est quand même, en 2015, un moment très particulier. On a oublié ce moment, ce souffle vainqueur de multilatéralisme et du développement durable depuis, avec des événements politiques de repli, mais il s'est quand même passé quelque chose d'assez énorme en 2015, que je ne commenterai pas plus que ça. Et dans les 17 objectifs du développement durable, il y a celui-là, il y a le 2. Il y a le 2 qui est, on a mis un peu tout en même temps dans le 2. Si vous le regardez, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, promouvoir l'agriculture durable, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais on les a mis quand même ensemble. Et on les a mis ensemble plutôt qu'avec d'autres choses. Et quand vous regardez les cibles qu'ils composent ou les indicateurs, vous verrez qu'on a finalement là une construction politique qui ne va pas du tout de soi, qui est quand même très marquée par ce qu'on a connu, et je vous ai remis un dessin de Plantu dans Le Monde en 83. On a oublié encore qu'existait ce problème-là, je ne sais plus comment il le dit exactement. Oui,
Je vous laisserai les transparents, donc on le voit un peu mieux. Mais en gros, il y a quatre toubabous qui mangent en bas et toute une masse qui a faim. Hein. Donc on a encore oublié que ce problème existait. Et du coup, un peu dans la suite des objectifs du millénaire pour le développement, on remet ensemble agriculture et alimentation, on remet ensemble les différentes formes de malnutrition qui ne sont pas nécessairement toutes liées aux mêmes causes ni aux mêmes processus. Et on le distingue de l'objectif 1, qui est celui de la pauvreté, alors que quand même depuis pas mal de temps, on commence à reconnaître que le problème principal de la sécurité alimentaire, c'est quand même celui de l'accès et c'est celui de la pauvreté. Et puis, on le met de manière distincte du 3, alors qu'on sait de plus en plus que le problème numéro 1 de santé publique, c'est quand même celui lié à la malnutrition. Donc on voit là dans cet objectif 2 quelque chose qui est un ensemble qui est une construction politique et qui est une construction politique qui ne peut pas se dissocier des deux autres objectifs, en particulier le 1 et le 3. Et du coup, alors, ça c'est l'avant-dernier rapport du HLPE, le groupe d'experts ce fameux groupe d'experts de haut niveau que j'appellerai HLPE maintenant, le numéro 12 sur les systèmes alimentaires dans le monde. Au passage, si vous souhaitez en savoir plus, ils sont tous téléchargeables. Comme HLPE, il n'y a pas beaucoup d'homonymes. Vous tapez HLPE sur Google, vous tombez tout de suite dessus. Et ils sont tous téléchargeables dans les 6 langues des Nations Unies. Mais donc, ce rapport-là fait un petit peu, sur requête du comité de la sécurité alimentaire, le point sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, et surtout sur la manière dont notre connaissance des systèmes alimentaires permet d'initier un processus de négociation intergouvernementale sur ces mêmes systèmes alimentaires. Au passage, je ne reviendrai pas dessus, je pense, mais au passage, ce processus est vraiment en cours et doit aboutir dans 1 an et demi à affirmer au niveau intergouvernemental, à valider au niveau intergouvernemental des directrices volontaires sur les systèmes alimentaires dans le monde. Donc, c'est juste pour recaler ce dont vous avez discuté par rapport à la manière dont on en discute dans les sphères internationales ou intergouvernementales. Et donc, pour commencer, ce rapport, pour certaines personnes qui sont plus là-dessus, il ne dit pas grand-chose de nouveau, mais pour beaucoup de personnes, il affirme entre autres que la sécurité alimentaire, on n'est plus du tout uniquement sur les carences protéino-énergétiques et sur la sous-nutrition, sur les déficits protéino-énergétiques, mais qu'on a c'est pas une épidémie au sens médical du terme, mais qu'on a un nombre de personnes souffrant de surpoids, d'obésité, et surtout des 3 maladies associées, diabète, maladies cardiovasculaires et cancer, qui est en train d'exploser dans tous les pays du monde. Et on n'est pas sur sous-nutrition égale pauvre et surnutrition égale riche. On est au contraire sur ces différents problèmes affectent toutes les couches socio-professionnelles, tous les pays, et en particulier les plus vulnérables, avec une augmentation du nombre de personnes en situation d'obésité qui a décuplé en 40 ans. Donc on est bien sur ce problème de santé publique numéro 1. Vous avez ici juste une illustration sur laquelle je passerai rapidement. À gauche, c'est le nombre d'enfants en millions qui sont en situation de stunting, de retard de taille, de croissance, et à droite, le nombre d'enfants de moins de 5 ans en situation d'obésité. Et vous voyez un petit peu à la fois la diminution de la courbe à gauche. Alors je suis désolé, on voit mal les couleurs sur cette projection, mais en gros vous avez une diminution à gauche du nombre d'enfants en situation de stunting dans le monde, qui est essentiellement due au nombre de jeunes asiatiques qui diminue, hein, vous le voyez sur la courbe, alors qu'en Afrique ça augmente quand même un petit peu. Et alors qu'à droite, vous voyez que absolument partout, on a une explosion de ce nombre de personnes en telle situation. Et puis, dans ce rapport sur les systèmes alimentaires, on propose une typologie des systèmes alimentaires. Alors,
comme toute typologie, elle n'est valable qu'à l'échelle où elle est utilisée, et pour ce pourquoi elle est utilisée. Donc vous lui trouverez certainement plein de défauts, et en particulier les 3 noms que vous avez dans les rectangles, qui sont absolument horribles, et qui traduisent absolument pas la volonté de quelque chose qui se projette de manière unidirectionnelle. Hein. On n'est pas sur du moderne égale mieux et qui s'opérera de toute façon. Mais bon, on s'est appuyé pour ça sur les travaux de Drevnovsky et Popkin, une typologie des systèmes alimentaires qui montre à quel point on peut regrouper certains critères qui sont liés aux situations de production et au mode de production, mais également à la possibilité d'accéder aux aliments, au mode de consommation, à l'exercice physique et aux problèmes sanitaires qui en découlent. Et donc vous voyez, dans un premier temps, alors Drevnovsky et Popkin, ils distinguent 5 phases et pas 3. Là, on l'a fait pour pouvoir émettre des recommandations, mais vous voyez que dans certains cas, on est plutôt, avec nos collègues du CIRAD, on travaille souvent dans des situations comme celle-là, où l'enjeu est d'abord d'éviter la pénurie, le manque d'accès à l'alimentation, voire la famine, qu'elle soit liée au conflit, aux conditions climatiques ou autres, qu'ensuite on est dans des situations d'économie en transition où on a une augmentation de l'apport protéinique et calorique, où on a une augmentation de la sédentarité des personnes, où on a donc du coup l'augmentation de ces questions de surpoids et d'obésité, et puis on réinvente quelque chose après, en retrouvant l'intérêt pour l'exercice physique, l'intérêt pour une diversification du régime alimentaire, voilà, ce qui est présenté ici comme moderne et qui est d'une certaine manière ce dont vous avez peut-être parlé pendant une bonne partie de la semaine. Alors on a ça, je reviens, c'est pas moi qui suis de profil, donc je me tiens bien droit. Mais on a donc partout dans le monde cette question-là, et dans le même temps, vis-à-vis de l'alimentation, un immense paradoxe qui est tout à la fois d'en parler avec des mots qui expriment le désir, le plaisir, le luxe, et de l'autre, toutes les diabolisations et les angoisses qui reviennent, alors que probablement, aujourd'hui, on n'a jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui, et on n'a jamais dans le même temps aussi mal mangé qu'aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de paradoxes qui sont liés au fait alimentaire et qui font que pratiquement tout le monde a quelque chose à dire sur l'aliment, sur l'alimentation et sur le fait alimentaire. On ne peut pas ouvrir un journal aujourd'hui ou une manchette de journal aujourd'hui sans avoir quelque chose à dire là-dessus. Et du coup, par rapport à l'idée d'une homogénéisation qui serait liée à la globalisation, je me réfère à Mondalim. Je ne sais pas si vous en avez parlé pendant la semaine, mais je sais qu'Olivier a présenté ce matin à Grimonde. Il y a un autre exercice de prospective réalisé par le CEP du ministère de l'Agriculture qui est assez intéressant, donc à l'horizon 2030, et que je vous invite à consulter. Mais le premier des facteurs qui est mis en évidence, c'est bien cette double tendance antagoniste qui est tout à la fois d'une homogénéisation, ce qu'on appelle la globalisation, Coca-Cola, McDo, etc., mais dans le même temps d'une très très forte différenciation qui va de pair avec cette mondialisation. Et donc tout ça pour dire oui, les comportements alimentaires, les régimes alimentaires se modifient profondément, pas toujours dans le même sens, en se différenciant tout autant qu'ils s'homogénéisent d'une région à l'autre. Et moi, j'avais adoré cette phrase au Brésil l'année dernière. La chanteuse de
la fille de Gilberto Gil, le chanteur, Bella Gil, qui est cuisinière, avait commenté, on avait dit, je pense, des choses assez similaires sur l'alimentation et sur le rapport à la ruralité, à l'urbanité et à l'agriculture, mais elle l'avait dit en une phrase de manière beaucoup plus punchy, forte et expressive que moi. Elle avait dit « Manger est un acte politique ». Et c'est vrai qu'on retrouve aujourd'hui l'alimentation donc au cœur des questions sociales, des questions environnementales, et que de plus en plus, surtout la jeune génération, les plus jeunes que moi, on acquiert cette conscience derrière le choix du produit, derrière la manière dont il est produit, derrière la question des pertes et des gaspillages qui sont ici, derrière le besoin d'avoir un régime équilibré, que effectivement l'alimentation nous permet d'agir sur le monde. Alors, par rapport à cela, affirmer qu'on est passé, on est passé du XXe siècle au XXIe siècle, mais au-delà de cette évidence, on est passé d'une période où la sécurité alimentaire, si vous regardez la première définition de 1974, pourrait s'opérer uniquement par une action sur la production et par une augmentation de la production pour essayer de combler une pénurie, à une situation où aujourd'hui, ce sont l'ensemble des systèmes alimentaires qui sont en jeu, pas uniquement pour assurer la sécurité alimentaire des populations, mais pour assurer la santé humaine au sens plus large, pour assurer la santé des écosystèmes et comme moteur de développement social. Et cette transition-là, on ne l'a pas encore complètement digérée ou acquise. On est encore souvent, et vous pouvez lire certains projets de recherche, pour absolument faire référence à personne, qui commence par dire « nous serons 10 milliards de personnes en 2050, donc il faudra produire 60% de plus ou 70% de plus ». Voilà. Et ça, c'est le XXe siècle. Au XXIe siècle, on bouge vers quelque chose qui ne nie pas absolument le lien à la production, mais qui le reconsidère sous cet angle-là. Du coup, sans oublier le focus sur l'agriculture, mais on s'intéresse bien aujourd'hui au système alimentaire, et sans oublier qu'il faut bien évidemment manger assez dans certaines régions du monde où ce n'est pas le cas, il faut surtout apprendre à manger sain. Alors pour cela, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphe barbare pour lequel il n'y a pas de copyright, si ce n'est la possibilité de citer la référence à ce rapport HLPE. On a élaboré un système, un cadre conceptuel des systèmes alimentaires qui permettent d'élaborer des recommandations. Et plutôt que de mettre en connexion l'offre, comme c'est souvent le cas, et la demande, comme c'est souvent le cas, donc d'un côté, la possibilité de produire et de mettre à disposition, l'autre, de choisir, enfin le choix du consommateur et le régime, on a mis l'accent sur l'environnement alimentaire. Et l'environnement alimentaire est donc cet ensemble de critères et de facteurs qui conditionnent les choix des consommateurs et qui font que l'acte de consommation n'est pas uniquement un acte individuel. Il est culturellement marqué, il est socialement marqué, et on peut agir sur ces comportements-là. Pour en donner des exemples, la publicité, l'information, les formes de labellisation, les taxes, les subventions, etc., etc. Et on a donc 3 piliers derrière les systèmes alimentaires qui permettent du coup de repenser l'analyse et l'action autrement. Voilà pour les systèmes alimentaires et le développement durable. J'y reviendrai sous un petit angle un petit peu plus tard, mais d'abord je vais m'intéresser donc aux villes. Vous savez tous qu'au niveau mondial, on est depuis pas longtemps, je crois que c'est 2012, un peu plus urbain que rural. Il y a eu une bascule à un peu plus de 50%. Quand les projections disent qu'en 2050, demain, on sera 66% d'urbain. Cette question de l'offre qui nous a agité pour pouvoir permettre cette augmentation de la population que vous voyez sur le graphe de gauche de 1960 à 2005,
Hein, vous voyez le passage en gros de 3 milliards à 7 milliards d'habitants pendant cette période-là, qui a été accompagné par une transformation de l'offre absolument phénoménale, puisque dans le même temps, dans le même temps, on multipliait par 2 la population humaine, mais on multipliait par 2,5 la production globale en équivalent kilocalories. Donc, on a augmenté le disponible malgré cette explosion démographique bien supérieure probablement à ce qu'on va connaître à l'avenir, probablement Afrique mise à part. Mais au niveau mondial, on a réussi à l'accompagner. Par contre, une des questions qui est absolument majeure, c'est que qui n'a pas été complètement traité, ou alors qui a été traité de manière très fragmentée, c'est comment gérer l'approvisionnement urbain. Hein, puisque dans le même temps, on s'est concentré sur la question de l'offre globale, on s'est concentré dans certains pays, dans certaines villes, dans certaines métropoles sur la question de l'alimentation, l'approvisionnement de ces mégapoles, mais on n'en a pas fait forcément une question qu'on a traitée de cette manière-là à l'échelle internationale. Et donc, du coup, alors je ne vais pas aller dans le détail fort de cette chose-là, mais le HLPE, il a plusieurs fonctions. L'une d'entre elles, globalement, c'est pour faire l'agenda international et le mettre sur contribuer aux négociations intergouvernementales. Mais il a, entre autres, 2 fonctions. La première, c'est sur requête du Comité de sécurité alimentaire de traiter d'un sujet pour voir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi on se prend de chou, et pour être le point de départ d'une négociation politique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette question du point de départ des directrices volontaires sur les systèmes alimentaires. Une deuxième fonction qu'il a, c'est tous les 4 ans au moins, d'identifier les thèmes qui sont, dans le jargon, critiques et émergents ou émergents pour la sécurité alimentaire au niveau mondial. Et les thèmes critiques et émergents, c'est quand soit ils apparaissent sur la scène, soit au contraire, ils y sont déjà, mais ils acquièrent une intensité qui est très très forte. Et donc en 2017, on a produit un rapport. Alors tous ces rapports, consultations externes, relecture par les pairs, un certain nombre de processus bien balisés. Et en 2017, on nous a demandé d'identifier à nouveau les thèmes critiques et émergents pour la sécurité alimentaire mondiale. Il y en avait 9. Et l'un des 9, et le premier, c'est celui-là. Et qui vous intéresse donc directement, je pense, prévoir l'évolution de l'urbanisation et la transformation à venir du monde rural, sachant qu'elles seront interdépendantes. Ça, c'est une traduction telle quelle. Hein, vous pouvez retrouver le rapport lui aussi. Et vous voyez que 3 types de questions sont posées. La structure de chacun des thèmes identifiés est à peu près la même. Hein. On décrit la problématique et puis on pose un certain nombre de questions. Approvisionnement des villes. Deuxièmement, que cela signifie par rapport au changement de régime alimentaire. Et troisièmement, quels sont les changements structurels des zones rurales et urbaines interdépendantes qu'il faut anticiper. Et donc voilà, c'est dit comme ça, c'est le premier des 9 thèmes. Cette liste des thèmes peut servir ensuite au comité de sécurité alimentaire à saisir ce HLPE et à initier un processus de négociation. Et si je passais quelques minutes là-dessus, c'est juste pour vous dire qu'au niveau international, ce rapport a été ensuite validé, au niveau international, on est donc sur un thème qui est considéré comme au sommet de l'agenda, ce dont vous avez traité pendant la semaine, en tout cas sous cette formulation-là. Alors, si je reviens sur ce thème-là, la première chose à dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'idées fausses. Hein. La première, c'est que les campagnes se videraient au profit des villes. Et avec cette vision marxiste du déclin de l'agriculture au profit de la ville et de l'industrie, oui, il y a bien de l'exode rural, et il est même massif dans certains pays. On peut penser à la Chine. Oui, la population est aujourd'hui majoritairement urbaine, mais non, la population continue à croître en milieu rural. Que ce soit dans les pays dits en développement, où il y a encore augmentation de la population,
rurales, ou que ce soit dans les pays avec un mouvement inverse, qui serait plutôt de périurbanisation ou de retour à la campagne. Et donc cela nous amène à revisiter complètement cette vision d'un transfert qui serait un transfert unidirectionnel vers la ville. Sans oublier, mais il est un peu différent, le défi démographique en Afrique, puisque la capacité des campagnes à se stabiliser, à créer de l'emploi, en particulier par l'agriculture, va être une clé du développement demain. Rappelons-nous aussi que les vulnérabilités ne sont pas nécessairement les mêmes à la campagne et à la ville. Avec une pauvreté rurale qui souvent alimente les flux migratoires et une pauvreté en ville, et souvent, vous avez vu que j'ai fait passer la photo des émeutes de la faim, dites des émeutes de la faim au tout début. Donc cette pauvreté en milieu urbain, puis c'était pas des émeutes de la faim, mais plutôt des émeutes liées au prix des produits de première nécessité, la pauvreté en ville qui alimente l'instabilité politique, et j'ai rajouté et rurale aujourd'hui, avec une pensée toute particulière pour le mouvement des Gilets jaunes et pour ce que l'on est en train de vivre ou de mettre sur le tapis dans certains débats ici. Donc on a à la fois des formes d'insécurité tout court et d'insécurité alimentaire qui sont distinctes, mais qui sont très certainement interconnectées. Rappelons-nous aussi que la ville et la campagne se font peur, l'une à l'autre. Sans même aller jusqu'aux urbains qui traitent certains agriculteurs d'empoisonneurs ou aux agriculteurs qui traitent certains urbains de bobos. Mais au-delà de ça, et au-delà des clichés actuels qui sont mis sur le devant, les regards sont souvent posés en opposition. Les objets sont souvent posés en opposition. La ville fait peur parce qu'elle est le lieu des transformations intenses. Les deux endroits qui bougent le plus aujourd'hui sur la planète, c'est à la frontière des villes et à la frontière des forêts. Et du coup, ça fait peur. Ce changement-là fait peur. Des transformations intenses, tous les excès, tous les plaisirs, toutes les violences, la drogue, le sexe, la misère, la marginalisation, le rythme de vie, on pourrait rallonger la liste. Et dans le même temps, la campagne fait peur à la ville par son immobilisme, par son conservatisme, par son traditionnalisme, par le fait qu'elle serait en retard technologique et en retard de communication. Et donc, du coup, on a voulu, et en particulier dans ce texte vous voyez que je pousse bien évidemment de manière caricaturale et exprès. On a voulu dans ce texte du groupe de Milan réaffirmer très fortement qu'il ne peut pas y avoir de stabilité, de prospérité, de tranquillité en ville sans qu'il en soit de même à la campagne et vice-versa. Et que cette invention qui était la ville, après l'invention de l'agriculture au néolithique, qui était la ville comme lieu de concentration des services, des pouvoirs et du contrôle politique, et qui a justifié qu'on organise ces flux d'approvisionnement, ce lien mérite aujourd'hui d'être complètement repensé et reconsidéré. Alors, voilà, ça c'est juste des petits dessins, des petites illustrations qui nous amènent à le repenser autrement que dans le danger et le repenser autrement que dans l'opposition entre les deux. Donc dépasser les oppositions, comment peut-on faire ? C'est vrai qu'on a, que ce soit dans les pays en développement ou dans les pays dits du Nord, après on a connu quand même des décennies de sous-investissement dans le rural, en équipement, en infrastructure, en accompagnement politique. Et donc, du coup, la première des choses, c'est comment repenser une renaissance des territoires ruraux. Pas nécessairement en opposition des territoires urbains. C'est pas ça que je veux dire, mais comment on peut et comment faut-il repenser ce réinvestissement. Deuxième chose, c'est réaffirmer le fait que les destins des zones urbaines et des zones rurales sont intimement liés. Et donc, comment repenser les gouvernances d'espace qui incluent tout à la fois des zones rurales et des zones urbaines? Comment repenser des politiques d'aménagement du territoire en s'intéressant
tout particulièrement à ces liens, en s'intéressant tout particulièrement aux interstices. Et comment, finalement, construire un pacte, et c'est là qu'on va arriver à la notion de territoire, construire un pacte social entre le rural et l'urbain, pour mettre en avant cette interdépendance vis-à-vis du futur. Et pour cela, s'intéresser aux flux et aux interconnexions, pas uniquement ce qui a constitué l'invention de la ville, qui était le flux d'aliments pour alimenter donc la ville, mais aussi les flux de savoir-faire, de compétences, de migrants, d'emplois, à tout ce qui fait qu'il y a un continuum entre ces deux objets, ces deux espaces qui sont pour autant bien distincts. Et donc structurer ce continuum de manière cohérente et à différents niveaux, voilà un petit peu les pistes auxquelles on peut s'intéresser si on veut repenser le lien ville-campagne. Je vais accélérer un tout petit peu pour quand même traiter la troisième partie. Cette carte, je ne vais pas la commenter trop du coup, mais elle est intéressante. Il y a eu un atlas fait par des collègues du CIRAD sur les densités et les continuums urbain-rural en Afrique, et qui montre justement qu'on n'est pas sur ville ou campagne, mais qu'on a bien des zones d'influence qui marquent profondément la structuration de l'espace. Alors, le territoire au cœur de cette transformation. Déjà, je reviens à ces 17 objectifs du développement durable et au fait que, en fait, et l'article du groupe de Milan le traite, publié dans Agronomy for Sustainable Development, le fait d'agir sur les ODD2 permet d'agir sur l'ensemble des ODD. Et donc plus uniquement voir le système alimentaire sous l'angle « je transforme mon système alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire », mais le voir sous l'angle « je transforme mes systèmes alimentaires parce qu'il permet d'agir sur les écosystèmes, sur l'emploi, sur l'égalité des sexes, etc., etc., sur l'ensemble des objectifs du développement durable. Tout cela parce que l'alimentation est bien au cœur d'interaction entre un certain nombre de secteurs que l'on retrouve figurés ici, que je pourrais, je ne vais pas le faire, mais vous les connaissez toutes, ces illustrations illustrées par tout un tas de choses, que ce soit du côté de l'environnement, du climat, de l'emploi, des revenus, depuis les raisins de la colère jusqu'aux crises il n'y a pas si longtemps en Bretagne, que ce soit à propos de l'énergie, qu'elle soit traditionnelle ou que ce soit les biocarburants, le lien aux différentes formes d'agriculture et le lien aux différents problèmes de santé. On a donc quelque chose d'extrêmement complexe qui peut se résumer par la phrase « oui, manger est un acte politique », puisque manger, c'est bien aussi faire un certain nombre d'options dans l'ensemble de ces questions-là. Et donc, l'ODD2, c'est pas uniquement atteindre la sécurité alimentaire, dans ce que je vous présente là, c'est aussi agir sur les systèmes alimentaires pour atteindre l'ensemble de ces objectifs. Avec, bien évidemment, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du tout du bisounours. On est au contraire en permanence sur des injonctions contradictoires, sur des arbitrages à réaliser, sur des incompatibilités. Et c'est bien ça qui rend cet agenda intéressant, c'est d'arriver à saisir les incompatibilités et les injonctions contradictoires, d'arriver à identifier les arbitrages à réaliser. Et pour cela, la recherche est quand même encore très faible si l'on considère les métriques disponibles pour cela. Donc, on a donc rédigé ce texte, sur lequel je vais revenir dans une seconde. Juste avant ce texte, dès le titre, il y a un mot qui est transformation. Au départ, on était parti sur révolution des systèmes alimentaires. Et je vous livre plutôt une petite anecdote qui nous a animés entre auteurs. Révolution, on y pensait de la même manière que Révolution verte, parce qu'on a besoin d'une profonde transformation, d'un changement de paradigme à tous égards. Donc on s'est dit, bon, on va faire quelque chose de similaire à la Révolution verte, révolution des systèmes alimentaires. Et en fait, on a dit non, ensemble, c'est pas une révolution, puisque ce que l'on cherche à faire, c'est au contraire à penser, concevoir et contrôler un processus de transformation, tout le contraire de ce qui arrive dans le cadre d'une révolution. Pour
générer cette profonde transformation, on a identifié 4 piliers d'action sur lesquels, du coup, je serai rapide, mais sur lesquels je peux revenir s'il le faut dans le débat. Le premier, en haut à gauche, c'est le lien au climat, et le lien entre aliments et climat. Le deuxième, en bas à gauche, c'est les régimes alimentaires et la transformation des régimes alimentaires. Le troisième, en haut à droite, c'est le lien entre régime alimentaire et santé des écosystèmes. Et le quatrième, c'est le besoin de générer, de promouvoir une renaissance des territoires ruraux. Et donc, pour chacun de ces 4 piliers, vous avez un certain nombre d'identifiants qui seront variables selon les lieux et les contextes, mais qui sont tout à la fois des facteurs de transformation et également des objets d'impact qui sont transformés par une transformation des systèmes alimentaires. Et avec le défi qui est décrit dans l'article, tout à la fois de saisir les processus, et en particulier de savoir les mesurer, les analyser, les comparer, donc des métriques, de saisir les interactions et les régulations qui existent entre ces différents processus et leur aboutissement, et surtout de saisir aussi les blocages qui rendent difficile la mise en place de cette transformation. Alors, j'ai un petit schéma là, réalisé par une médiatrice, juste pour illustrer de manière caricaturale ce qu'est une diversité d'opinions et un blocage. La personne debout demande « Quelle est votre opinion sur la pénurie d'alimentation dans le reste du monde ?» Le représentant africain dit « C'est quoi les aliments ?» Le représentant européen « C'est quoi la pénurie ?» Le représentant américain « C'est quoi le reste du monde ?» Et le représentant de l'Arabie Saoudite « C'est quoi une opinion ?» Et donc, du coup, on est bien sur quelque chose, comme je le disais, qui n'est pas du bisounours et qu'il faut arriver à renseigner, y compris par l'analyse. Quels sont ces lieux de blocage? Donc, les métriques, les interactions, les régulations, les blocages, on a là un cadre de travail. Alors, bien évidemment, là, je l'ai dit au niveau global, mais je voudrais réaffirmer que ce qui compte aussi, c'est d'arriver à stimuler l'innovation locale. Et moi, j'adore ce schéma-là, on l'a produit parce qu'à la fois, il illustre la diversité, le fourmillement, la créativité des processus locaux, mais dans le même temps, leur relation forte à la dimension globale. Donc, oui, l'innovation locale, mais oui, la connecter au global, et l'innovation locale ne sera jamais suffisante. Je voudrais, là, c'est moins il y a certaines choses qui ne sont pas de l'autorat collectif, mais plus des opinions personnelles. Celle-là, ça en fait partie. M'insurger contre le scaling up, qui est dans la bouche de tous les bailleurs de fonds et financeurs, qui serait fondé sur le fait que tout changement vient du local, doit être expérimenté au niveau local, et s'il réussit, alors on peut l'étendre et le multiplier à l'envi et à l'infini. Non, le small et le local n'est pas toujours beautiful. 2, non, on ne reproduira pas à l'infini ces processus locaux pour transformer le monde. Ça ne suffit pas. Non, les success stories ne sont pas reproductibles. Elles sont faites dans des contextes particuliers, contexte agronomique, contexte climatique, contexte social, d'investissement en termes de ressources, etc. Et troisièmement, ce qu'il est beaucoup plus important d'identifier, c'est bien l'enchâssement des processus de régulation à différents niveaux. Donc quand j'ai parlé de renaissance des territoires ruraux, je parle bien de transformations qui sont diverses et variées. Pour faire plaisir à Claire, j'ai mis 4 photos du Brésil ici dans 4 biomes ou 4 régions différentes. Oui, c'est complètement différent d'une région à l'autre, y compris dans un même pays. Mais dans le même temps, alors cette figure, je l'avais utilisée en Afrique du Sud, parce que l'arc-en-ciel en Afrique du Sud a une certaine connotation. C'est la renaissance de l'État après l'apartheid fait d'ethnies complètement différentes. Et oui, c'est bien cette idée-là d'avoir à la fois des réalités très différentes, mais dans le même temps, la Constitution, qui a un autre niveau d'organisation, fait sens par rapport à des enjeux et des objectifs politiques. Donc,
fourmillement local, dimension globale, un tout cohérent, et donc d'arriver à plutôt nous intéresser à un design. Au début, j'utilisais le mot ingénierie, mais il n'y a rien de mécanistique là-dedans. Donc on est bien plutôt sur de l'accompagnement de la transformation à différents niveaux d'organisation, d'un design interscalaire. C'est comment on promeut à la fois la transformation locale, mais dans le même temps des cadres de régulation à d'autres échelles qui permettent de penser la cohérence des transformations au niveau global. Pour réaliser ce design interscalaire, je nous renvoie à un essai de synthèse qui avait été réalisé il y a 1 an et demi avec cet ouvrage, donc des territoires vivants pour transformer le monde, et puis une conférence sur Living Territories ici à Montpellier pour l'accompagner, et qui insiste sur le fait que le territoire est peut-être probablement un objet fécond pour repenser ce design interscalaire. Pas le territoire forcément local, le territoire au sens institution, un espace, des institutions, une gouvernance, un projet commun, à la fois parce qu'il permet il est fondateur et témoin du pacte de vivre ensemble, fondateur au sens où lui-même, en tant qu'institution, il est processeur de changement, et témoin dans le sens où il résulte de ces processus de manière historique, et que du coup, il se prête tout particulièrement à l'articulation des dynamiques et des politiques intersectorielles. C'est bien à cet endroit-là, et sous cette forme-là, que l'on peut le penser de manière un peu singulière. Deuxièmement, parce qu'il permet d'articuler les dynamiques sociales et économiques. On peut penser à la délocalisation des entreprises, par exemple, et au bras de fer qui peut, du coup, s'installer à cette occasion-là. Et troisièmement, parce qu'il permet d'articuler le local et le global, qu'il s'agisse d'adapter et d'innover localement, ou qu'il s'agisse de projeter au-delà du territoire et du local, sous forme de régulation et de cadre d'action, ce qui s'est expérimenté au niveau local. Donc il peut avoir une action au niveau national et international en termes de structuration de politique, de filières et d'aménagement du territoire. Cet ouvrage, il va falloir que je finisse, hein, c'est ça ? Ouais. Donc cet ouvrage, pour l'illustrer concrètement, il met en évidence un pentagone. À quoi sert le territoire dans le domaine agricole et alimentaire? À gérer des ressources, à produire, à rendre des services comme ressources et actifs. Hein. Pensons au système agroalimentaire localisé, par exemple, ou pour penser et concevoir les politiques publiques. Et puis à chaque fois, donc, il y a des exemples, mais je passe. Et puis des exemples, il y en a en pagaille. Hein. On pense aux produits, on passe de terroir à territoire. J'y passerai très très rapidement ici, on peut y revenir, mais on voit bien ce qui se joue derrière cet actif, derrière cet actif que l'on peut constituer autour de cela. Je finirai avec ça. Ça, c'était juste du marketing, hein. C'est bien des fois aussi, mais c'était en fait, il y a eu une déclaration, une suite à la conférence Living Territories, qui est le fait avec certains acteurs internationaux de militer pour une prise en compte du territoire à l'échelle internationale, parce que ce concept est quand même très très français, francophone, enfin non. Les langues latines, il a une acception complètement différente dans les langues anglo-saxonnes, et du coup, le fait de l'exporter sur la scène internationale aujourd'hui fait intérêt. Et alors, du coup, je voudrais finir avec ça. Quelle est la stratégie politique? Je vous ai dit, le local, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Je vous ai dit, le global, il est nécessaire, il s'impose de toute façon, mais il n'est pas suffisant. Et par où peut-on commencer? Comment peut-on générer une telle transformation des systèmes alimentaires? En articulant le local et le global. En articulant, alors local, national, régional, global, toutes les échelles. En articulant ce qui fait la force de l'innovation et de l'implication de certains acteurs dans l'innovation, et ce qui fait la force des cadres de régulation qui s'imposent, mais qui se construisent surtout. Et on a eu ce débat-là dans Make It. Make It, c'est l'Institut de Muse pour traiter les controverses, où on a traité une première controverse avec un groupe de chercheurs de 6 chercheurs, et on l'a formulé de cette manière-là. Comment organiser la circularité... Pardon,
Je reprends. À quelle échelle organiser la circularité des systèmes alimentaires, local ou global? Et bien évidemment, la réponse n'est ni l'un ni l'autre. Mais comment articule-t-on les actions que l'on entreprend au niveau local et global? Comment fonde-t-on les analyses pour cela? Comment est-ce qu'il faut attendre que le grand jour vienne avec un cadre incitatif de transformation qui permettra d'agir au niveau local? Est-ce qu'il faut au contraire uniquement se détourner de ces cadres nationaux et globaux parce que de toute façon, ils n'arriveront pas parce qu'il n'y a pas les consensus et les dynamiques politiques qui permettent de les construire et de les mettre en place et se satisfaire d'un ensemble d'innovations et de processus à entreprendre au niveau local? Ni l'un ni l'autre ne sont satisfaisants. Et donc, du coup, une position, mais alors là, toute personnelle, de dire l'innovation territorialisée est intéressante dans la mesure où elle permet et de suivre et d'apprendre et d'adapter ailleurs et de construire surtout des processus de régulation et d'accompagnement à des niveaux plus englobants. Voilà, merci. C'était dense cette semaine. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors moi j'ai une question, elle est peut-être un peu trop précise, vous me direz. Vous avez parlé de nouveaux contrats sociaux urbain-rural. Alors moi je m'intéresse plutôt au flux de matière et d'énergie, mais je comprends tout à fait votre propos sur l'élargissement, il est très très pertinent et très juste. Est-ce que vous avez des exemples justement d'interconnexions qui se refont aujourd'hui, qui vont dans ce sens? Merci. D'une certaine manière, les labels équitables le sont. Comme exemple. Alors, ils sont doublés d'une confiance qui se construit à distance. Il y a un double contrat derrière ce qui se joue, derrière du chocolat ou du café équitable. C'est tout à la fois le fait de pouvoir faire confiance à quelque chose qui se passe en milieu rural alors que je vais consommer en milieu urbain, mais c'est aussi de faire confiance à grande distance, parce que les termes de ce contrat se seront construits par des acteurs qui, de par leur réputation, de par leur action, de par les formes de contrôle auxquelles ils se soumettent, permettent de justifier cette confiance. Donc oui, il y en a bien. Alors, sans parler de café ou de cacao, on peut penser aux AMAP. Encore plus simplement, un sujet que je connais moi beaucoup moins bien. Et il y a des gens dans la salle qui le connaissent bien mieux que moi. Et sans le résoudre non plus au rural urbain, puisqu'il n'est pas uniquement au rural urbain. Mais on voit donc qu'il y a des choses comme ça qui se jouent. Elles se jouent un petit peu, c'est un peu ma dernière interrogation à laquelle je vous ai donné mon point de vue personnel, mais c'est sûrement pas une certitude, mais elle se joue essentiellement aujourd'hui dans des initiatives prises par des acteurs individuels ou collectifs territoriaux hors des cadres publics. Et par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment ces cadres publics connectent, repèrent, construisent des systèmes de certification, de validation, qui permettent justement de penser non pas ce changement d'échelle, pour jouer avec les mots, mais cet impact à l'échelle. C'est quand même ça qu'on cherche aussi. On cherche à pouvoir entraîner à large échelle. Oui, Luc Bodigal, laboratoire droit et changement social. Vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot de régulation, notamment de régulation globale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, pardon. Et en plus de ça, en anglais, c'est pas du tout le même sens. C'est en pensant système et état d'un système, c'est ce qui permet de maintenir un système dans un état, si ce n'est stable, au moins acceptable dans une certaine fourchette. C'est-à-dire, le meilleur exemple, c'est l'homéostasie du corps humain. Pourquoi je reste à 37 degrés de température corporelle? C'est parce que j'ai bien un système de régulation de cette température. Donc je ne suis pas sur réglementation. Si ça a été compris comme ça, ce n'était pas le cas. Je suis sur l'ensemble des processus, souvent qu'ils soient liés à la gouvernance ou qu'ils soient liés à un certain nombre de caractéristiques biologiques ou écologiques qui permettent
à un écosystème, à une société, à un territoire, de rester dans une fourchette acceptable. À partir du moment où le système de régulation n'est pas en place ou ne fonctionne pas ou est débordé, on bascule du coup dans des déséquilibres et des changements d'état du système. Et du coup, régulation, alors on en parlait à midi, je vais en donner un exemple concret. Dans la région, à un moment donné, le Pélardon a supermarché. Et du coup, plein de gens se sont mis à faire du Pélardon. Et voilà, sans cahier des charges, sans système de régulation. Ces filières courtes, justement, parce qu'elles n'ont pas ces systèmes de régulation qu'ont les grandes filières, peuvent être des lieux d'expression de la concurrence encore plus violents que dans les grandes filières. On peut penser aussi aujourd'hui à des choses comme Uber. Oui, grand merci pour l'exposé. Ce matin, à l'issue de la présentation des différents scénarios à Grimonde, Terrain, il y avait Christophe qui a fait la remarque qu'il fallait, vu que c'était à peu près stable en Europe, les territoires mobilisés pour l'agriculture, il fallait peut-être aller aussi regarder à l'international. Et ma question, c'est avec votre vision de l'international, est-ce que la recherche est perçue, enfin les impacts potentiels de la recherche sont perçus différemment entre différentes parties du monde sur système alimentaire et ville? Alors les impacts, je ne saurais pas trop dire. Les attentes, certainement. Les impacts, ce sera pas. J'aurais du mal à faire une typologie de choses. Puis la mesure de l'impact de la recherche dans le domaine agronomique, elle est relativement récente et pas trop publicisée, si ce n'est au-delà de la relation entre l'institution et le bailleur de fonds. Mais par contre, sur les attentes, très certainement. Et j'en donnerai un exemple par rapport à la recherche agronomique qui est celui de la révolution verte ou de l'espoir dans la révolution verte dans certains pays. Et on retrouve, soit aujourd'hui en Afrique subsaharienne, on entend un discours dominant qui est de dire faisons notre révolution verte. Engageons-nous dans la révolution verte avec une foi sans limite pratiquement dans la capacité de la technologie à générer ces transformations. Les voies alternatives sont relativement peu audibles ou pas très audibles et du coup il y a, je pense, si je faisais une dichotomie simple, ce serait dans la manière dont la recherche est attendue, soit sur l'augmentation de la productivité par la technologie grâce à ces avances technologiques type révolution verte, donc essentiellement fondées sur la génétique et sur l'agronomie, ou alors à l'inverse en même temps vous me voyez mal à l'aise parce qu'en même temps que je le dis je me critique moi-même, mais une autre posture qui serait de dire fondons l'agenda de la recherche sur des attentes qui sont des attentes de transformation de la société et pas uniquement d'augmentation de la production et de la productivité. On revoit cette posture aussi très fortement dans les pays nouveaux, de grands espaces, et en particulier je pense au Brésil ou à l'Afrique du Sud par exemple, avec des attentes qui sont, elles aussi, dans ces grands espaces, d'augmentation de la production, de la productivité par la technologie et d'une foi très forte dans cette portée-là. Ce dont vous avez dû parler cette semaine et que je connais des agendas de recherche en Europe amène à questionner d'autres choses comme celles qu'on a évoquées ici et qui positionnent la recherche autrement. Je voudrais éviter cette caricature, mais pourtant vous voyez que je la produis, avec très probablement des pays aujourd'hui comme la Chine qui, de par les évolutions passées, commencent à faire émerger la question environnementale ou la question sanitaire à un niveau très très haut dans l'agenda. Et donc pas uniquement celle de l'augmentation de la production et de la productivité.
Je suis désolé, je ne suis pas sûr d'avoir été très très clair sur cette réponse-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a dans différents pays du monde des attentes différentes et il y a au sein des sociétés un débat vif entre ce que l'on attend de la recherche, qu'elle soit la poursuite de la recherche plutôt centrée technologique des 19e et 20e siècles, hein, avec chimie, génétique et pétrole, ou qu'elle soit celle de la reconnaissance de nouveaux types de problèmes sanitaires, environnementaux ou sociaux, et de la manière dont l'agriculture peut y contribuer. Bonjour, je voulais vous poser une question sur les travaux du HLPE, qui sont des travaux passionnants, qui relancent les débats à l'échelle internationale et qui ont une relation avec, si j'ai bien compris, avec la FAO et puis avec d'autres institutions internationales. En fait, je voudrais savoir quels sont, parmi les travaux que vous avez cités, quel type d'impact ont ces travaux sur les discussions à l'échelle internationale, et est-ce qu'on peut voir une trajectoire de ces réflexions dans les décisions et dans les réflexions internationales? Oui, le HLPE ne fait pas de recherche, déjà. Donc c'est un groupe d'experts, de scientifiques, mais il travaille sur la base des recherches disponibles. Il n'en génère pas. Contrairement au GIEC, si on compare GIEC, IPBES, ces instances d'expertise collective qui sont à la frontière du scientifique et du politique, contrairement aux autres, il a été créé, le HLPE, par le politique. Enfin, contrairement au GIEC, en tout cas, à l'origine, hein, même si les autres se sont connectés aux politiques de cette manière-là. Mais lui, d'emblée, a été créé par le politique pour structurer des processus de négociation. Alors, de temps en temps, on râle un petit peu au sein du HLPE parce qu'on estime que les attentes en termes de négociation ne sont pas suffisamment clairement exprimées. Mais globalement, il naît d'un processus politique. Il travaille en toute autonomie, faisant la synthèse des connaissances disponibles, et il renvoie quelque chose aux politiques. Le meilleur exemple que je puisse donner est celui que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure en deux mots. C'est donc en 2015, pour vous donner une idée des temporalités, en 2015, on reçoit une requête du Comité de sécurité alimentaire. Faites-nous un rapport sur les systèmes alimentaires au niveau international. Ce rapport-là aurait probablement pu être demandé avant au HLPE, puisqu'il est quand même central par rapport à l'objet sécurité alimentaire, et on pourrait même s'étonner que depuis 2010, il n'ait pas fait l'objet de requête. Tout ça pour vous glisser entre les lignes le fait que formuler une requête est déjà un acte de négociation, avec des pays qui en veulent, d'autres qui en veulent pas, des acteurs qui s'y opposent et tout. Là, tout le monde a accepté. On s'embarque, nous on fait notre rapport, on produit le rapport avec une dizaine de recommandations, et il y en a une qui tient en 2 lignes, qui est la recommandation 9A, si jamais vous allez la voir, qui est de dire, vous devriez, vous, comité de sécurité alimentaire, vous, instance intergouvernementale, vous devriez vous mettre d'accord sur des lignes directrices sur les environnements alimentaires. Vous vous rappelez ce pôle du milieu des systèmes alimentaires, puisqu'on faisait l'hypothèse que c'était justement un objet d'intervention publique assez facilement identifiable et qui pourrait avoir de l'effet fort. Il y a déjà des pays qui ont commencé à expérimenter. On peut penser entre autres au Chili et au Mexique, avec l'interdiction de publicité ou les taxations, et en particulier sur les boissons sucrées. Et donc on pouvait imaginer assez facilement un certain nombre de lignes directrices. Alors on est dans les textes internationaux, on n'est pas encore dans ce qui se met en place au niveau national dans les législations. Il n'empêche que passer dans le droit contraignant est ensuite un acte délibéré au niveau national, ou peut être opposé par certains des acteurs actifs au niveau national ou au niveau international qui se réfèrent à ça. Pour ceux qui le connaissent éventuellement, il y avait comme ça le comité de sécurité alimentaire, au moment des accaparements fonciers, s'était mis d'accord sur un certain nombre de directrices volontaires sur la tenure foncière on devait demander quand on achetait de la terre, du foncier à l'étranger, le consentement préalable des communautés. Alors, c'est suivi, c'est pas suivi, mais en tout cas, ça existe et certains acteurs peuvent s'y référer.
Et donc on a produit ça, et le comité de sécurité alimentaire a dit ça, c'est intéressant, on va le faire. Puis ils ont pris 1 an, donc d'octobre 2017 à octobre, on a rendu la requête en 2015, on rend le rapport en juin 2017. En octobre 2017, ils se mettent d'accord sur le fait d'aller vers ce chemin-là. Ils prennent 1 an pour élaborer les termes de référence de ce processus. Quel est l'objet? Comment on va procéder? Comment on va consulter? Au passage, ils ont élargi, ils ont confirmé l'intérêt de ce processus-là. Ils l'ont élargi à l'ensemble des systèmes alimentaires, pas uniquement aux environnements alimentaires. Et en octobre 2018, il y a donc 5 mois maintenant, ils ont validé le fait que dans 2 ans, en octobre 2020, ils se retrouvent, tous les pays ensemble, à Rome, pour, si possible, valider des lignes directrices sur les systèmes alimentaires au niveau mondial. Donc voilà. Alors, avec ça, on n'a pas procédé à la transformation que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Mais vous voyez comment, en fait, se construit un agenda. Comment il se construit au niveau politique, et comment il peut éventuellement se construire dans le droit, et comment il se construit aussi dans les dispositifs de recherche en référence à ça. Je ne sais pas si Nicole... pour pas que je ne sois pas le seul à en parler, mais Nicole m'a dit que ce cadre conceptuel, justement, avait fait vivre les échanges et les discussions au sein de l'INRA. C'est toi qui ça vient de toi. Voilà. Mais donc, on est sur des processus quand même assez longs. Hein, vous voyez, on produit notre liste de 9 thèmes, derrière ils en prennent un, ils nous saisissent, on produit le rapport, ensuite il y a la négociation qui se met en place, on ressort quelque chose, on est sur des processus où l'agenda se fait sur des pas de temps de plutôt 10 ans, dont on peut se demander s'ils sont vraiment compatibles avec ce qu'on en attend. Mais ça, c'est une autre question. Merci pour votre présentation. Moi, je voulais qu'on revienne à cette notion de territoire, puisque vous avez identifié à la fois des territoires urbains, ruraux, qui sont à des échelles plus globales ou plus locales, mais je me demandais comment cette notion de territoire prend sens dans un contexte aussi où les acteurs dépassent largement cette notion de territoire au travers des liens qu'ils entretiennent entre eux, qui sont aussi qui est aussi un contexte dans lequel le numérique vient les relier et vient dépasser cette notion de territoire, et également un contexte dans lequel, vous l'avez rappelé aussi, les individus sont très mobiles, à la fois dans leur trajectoire individuelle, mais aussi dans un temps plus court. Voilà. Je crois que vous avez fait la réponse en même temps. Moi, je suis d'accord, quoi. Hein. C'est vrai qu'on est en permanence dans l'articulation entre réseau et territoire. Alors territoire, par contre, moi je ne sais pas si c'était suffisamment clair, mais je ne l'entends pas uniquement au niveau local. Hein. Un Brésilien, il fait partie du territoire brésilien, quoi. Et quand il regarde un joueur de foot à la télé, il vibre, même si c'est pas son cousin, quoi. Et du coup, je définissais bien le territoire au sens d'espace balisé avec des institutions, et donc en permanence, et on le voit aujourd'hui de plus en plus, on a cette les trajectoires, elles se font dans l'articulation entre territoire et réseau. Je suis complètement d'accord, quoi. Merci beaucoup, Patrick, c'était vraiment très intéressant. J'ai une question à laquelle je ne sais pas si tu pourras répondre ou pas, ou alors donner ton avis personnel, puisque tu t'es pas privé de le faire parfois en le signalant. En fait, sur cette question des systèmes alimentaires, on voit que pendant toute la semaine, il y a certains acteurs qui ont été moins évoqués que d'autres. Alors, on a repéré que les consommateurs, c'était finalement assez difficile de comprendre leur place et de la penser et de travailler dessus. Mais il y a un autre acteur dont je crois qu'on n'en a pas du tout parlé, même s'il y a eu une visite dans un supermarché, mais c'est la grande distribution. Et je voulais savoir quel était ton avis de ce que tu connaissais sur le rôle qu'elle a joué, qu'elle pourrait jouer dans la transformation que vous n'avez pas appelée révolution. Voilà, c'était quelque chose à dire là-dessus. Je suis pas le plus grand spécialiste de ce qui s'appelle la révolution des supermarchés et de la grande distribution. Moi, celle-là, c'est pas en tant que connaisseur, hein, c'est plutôt en tant qu'observateur comme vous tous ou citoyen. Mais j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, en regardant
en parlant avec mes enfants, par exemple, que le principal changement dans cette transformation, il vient du consommateur, enfin, il viendra du comportement du consommateur et de ces transformations de comportement, avec la phrase que j'ai citée de Bellagile, qui l'exprime bien. Après, la grande distribution est capable de s'approprier, de réinventer ces processus-là. On le voit aussi quand je passe dans les supermarchés maintenant et que j'entends choisissez ce produit dans l'étal numéro 18 parce qu'il est absolument sans huile de palme et sans OGM. On voit à quel point en fait la grande distribution est capable de s'adapter hyper rapidement à ces comportements-là. Mais le moteur premier, il vient essentiellement du changement de consommateurs. Et c'est pour ça, je pense que c'est intuitivement, hein, on avait ciblé cette question de l'environnement alimentaire. C'est-à-dire comment on peut agir du point de vue public sur une modification du comportement pour créer du bien public. Une fois que j'ai dit ça, je t'ai répondu plus à titre individuel et personnel que à titre de scientifique, hein. Mais voilà, s'il y a bien, je pense que tant du côté de la production que du côté de toutes les étapes des chaînes de valeur, on est quand même la plupart du temps sur des continuités. Et que les principales ruptures en ce moment sont en train de venir du côté de la consommation et de la demande des consommateurs. Je voulais revenir sur un point que tu as peu évoqué, et je pense qu'il n'a pas été évoqué dans la semaine, ou très peu, c'est les temporalités du développement que la notion de territoire peut masquer. Je proposais tout à l'heure de se décaler de l'Europe, et je peux vous évoquer 2 terrains que je connais un peu par des recherches. Si on va au Maroc et en Algérie, les politiques urbaines sont des politiques de modernisation des logements. Donc il faut construire des logements salubres, réduire la pauvreté, et il y a des aides pour faire ce développement urbain qui, quelque part, justifie l'extension périurbaine de grands projets immobiliers. Parallèlement, l'agriculture est aussi sur une logique de modernisation. On encourage le développement de structures avec des capacités d'exportation pour créer de la valeur et pouvoir importer aussi des produits qui manquent dans ces pays. Il me semble qu'ici, nous, on est dans le paradigme du local, très fort. Et si on se décale maintenant vers l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, à mon avis, là-bas, on est dans l'ère du post-local. C'est-à-dire que le local qui s'est développé dans les systèmes urbains dans les années 90 et 2000, s'est conventionnalisé, s'est financiarisé et a produit aussi sa propre gentrification dans les villes, comme on nous l'évoquait, et on parle de gentrification verte, par exemple. Et du coup, aujourd'hui, se développent des courants critiques pour travailler sur les inégalités sociales et économiques et les structures qui font historiques et institutionnelles et à tous les niveaux qui expliquent ces inégalités pour repenser en fait la durabilité des systèmes alimentaires urbains. Donc ma question c'est, est-ce que le territoire épouse tous ces contextes de développement système alimentaire et ville, ou est-ce qu'il est plus approprié au moment où on est, qui est un moment un peu de célébration du local? Déjà, la question, elle me permet juste de revenir aussi un petit peu sur celle de Nicole. J'ai dit le consommateur, je dirais aussi, puisque c'est le thème de la semaine, une des forces de transformation très fortes, c'est quand même la ville. Et du coup, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est la consommation et c'est la ville, hein, comme espace, je ne dirais pas forcément territoire ici, comme espace d'innovation et de transformation. Après, moi, vous aurez compris que je ne suis pas sur une célébration du local. Hein, j'ai travaillé, on a partagé des terrains communs, des approches communes, etc., qui s'inspiraient du développement local, de la participation, de la recherche-action, de la recherche-intervention, etc., etc. Donc on a travaillé sur essentiellement à l'échelle locale et
au contact des acteurs. La manière dont je le redis là aujourd'hui, c'est pas du tout sur une célébration du local. C'est sur une célébration de l'enchâssement des échelles qui est seule à même de porter cohérence et transformation. Et donc, effectivement, je pense que quand on le voit sous l'angle de la célébration du local ou du post-local, et sans du tout renier ça et la vertu que cela a pour innover et pour apprendre, je pense qu'on est en train de faire erreur. Et qu'on oublie un grand pan du défi qui est celui de la construction globale. Donc la vertu du local dans cette transformation, oui. S'enfermer dans le local, non. S'enfermer dans les oppositions et les mises à l'index. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai évoqué la question bobo versus empoisonneur et des dualismes et des oppositions. Non, je pense que ça ne nous permettra pas de progresser et d'entreprendre cette transformation. Et du coup, on est plutôt sur quelque chose qui, au-delà de la connexion des espaces d'innovation au territoire, au-delà du fonctionnement des réseaux qui permettent de communiquer et de les relier à d'autres niveaux d'organisation, on est sur le grand défi de dépasser cette célébration du local. C'est en tout cas ce vers quoi je voulais militer ici. Et du coup, derrière, c'est aussi réinventer des territoires, et là j'utilise ce mot à dessein, qui ne sont pas uniquement locaux, mais qui permettent par les institutions qui les fondent et qui génèrent les processus de régulation dont on a parlé tout à l'heure, qui permettent justement d'entreprendre cette transformation. Faisant l'hypothèse qu'elle ne viendra pas spontanément des institutions publiques seules, du coup, la création de tels territoires de transformation qui permettent d'entreprendre par les institutions qui les fondent les transformations qu'on a identifiées ici, c'est ça l'enjeu de demain. Et ils ne sont pas uniquement locaux. Bon, merci. Cette fois, c'est vrai. Hein. Merci.